Rebonjour à tous. Alors moi, c'est Doua Bemouna, je suis psychologue donc spécialisée en thérapie comportementale et cognitive et je suis doctorante en psychologie en deuxième année. Et mon travail, on va dire mon sujet de recherche, consiste à évaluer l'efficacité de la thérapie comportementale dialectique pour aider des adultes autistes dans la gestion des émotions, dans la régulation des émotions. Alors, j'aimerais commencer peut-être un petit peu avec l'histoire de ce sujet de recherche, parce qu'il a une histoire, parce qu'il s'est créé sur le terrain. Je me souviens encore, j'étais donc stagiaire en première année de master à la clinique psychiatrique, et je commençais à m'intéresser, grâce au cours d'Aurélie Fritsch, à l'autisme adulte sans déficience intellectuelle. Et il se trouve qu'à ce moment-là, ma tutrice de stage, qui est Madame Louise Weiner, qui est actuellement ma directrice de thèse, euh, proposait pour la première fois cette thérapie-là, donc la thérapie comportementale dialectique, à une adulte, à une jeune dame donc autiste, qui avait des difficultés de gestion des émotions, qui donnaient lieu à des comportements d'automutilation qui étaient voilà, des comportements très dommageables. Et à ce moment-là, nous avons commencé déjà à voir que ça avait l'air d'être très intéressant, pertinent pour cette personne-là. Et comme moi, je m'intéressais à l'autisme, on s'est dit, et qu'en est-il peut-être d'autres personnes qui seraient aussi concernées par des difficultés de régulation des émotions, peut-être dans la sévérité de cette personne-là, peut-être moins, mais en tout cas des difficultés de régulation des émotions importantes. Et c'est là où je me suis penchée, donc au-delà de ce constat qui était sur le terrain, sur la littérature scientifique concernant la dysrégulation émotionnelle dans l'autisme, c'est-à-dire, quand on parle de dysrégulation émotionnelle, c'est la difficulté à réguler ses émotions. Aussi donc à les modifier, à les moduler dans les situations difficiles. Et donc là, je me suis retrouvée face à une littérature naissante, certes, mais en tout cas qui converge on va dire, mettre en exergue un constat assez alarmant, et en tout cas pour nous cliniciens, du fait d'un manque aussi de prise en charge adaptée par rapport à ça, et aussi d'une prévalence de ces difficultés-là de régulation des émotions dans l'autisme. Euh, donc, euh, donc, c'est à partir de là que le sujet de recherche a pris on va dire, forme, où on s'est dit, ben, peut-être qu'il y a vraiment un intérêt à développer ces thérapies, voire à l'adapter dans une certaine mesure aussi à ces adultes-là, et voir dans quelle mesure elle est aidante, donc sous quelles conditions elle aide ces adultes-là. Et donc, c'est ce que je m'apprête à vous partager aujourd'hui. Donc, c'est les résultats de notre étude de faisabilité, qui était donc la toute première qu'on avait lancée avant l'étude actuelle. Alors, quand je me suis penchée donc, sur ce versant-là, donc scientifique, pour m'intéresser à la dysrégulation émotionnelle à l'âge adulte, donc il y a plusieurs études scientifiques qui font état, comme dit, de chiffres qui étaient vraiment, on va dire, qui nous confirme la pertinence et l'intérêt à proposer quelque chose à ces adultes-là. Ben, le premier chiffre auquel je m'étais heurtée à ce moment-là, c'est que donc la dysrégulation émotionnelle, déjà, de façon plus générale, était assez prévalente dans l'autisme adulte sans déficience intellectuelle. Et ces difficultés-là de gestion des émotions pouvaient donner lieu à des comportements qui, dans certaines situations, interfèrent avec l'objectif de la personne. Hein, dans la situation, par exemple, un accès de colère, mais ça peut aller encore plus loin. Ça peut donner lieu à des comportements autodommageables, typiquement l'automutilation. Là, par exemple, on a une étude qui donne ce chiffre-là de 42% des adultes autistes qui auraient connu ou connaîtraient même actuellement des comportements autodommageables de différents types. Donc, ça peut être le fait de se cogner la tête contre le mur, le fait de se taper soi-même, le fait de se mordre, ou justement aussi les comportements d'automutilation qui apparaissent parmi ceux les plus fréquents. Alors là aussi, on commence tout juste dans le champ scientifique à nous intéresser à ces comportements-là.
Au début, ces comportements-là étaient compris comme étant des comportements stéréotypiques, faits de façon très automatique. Et finalement, il y a des chercheurs qui amènent des conclusions qui sont totalement différentes et qui disent, enfin finalement, peut-être que ces comportements ressemblent à ce qu'on voit aussi dans la population générale, c'est-à-dire qu'ils ont cette fonction de régulation des émotions, exactement comme on le trouve dans la population générale, et que ce ne serait pas nécessairement, c'est-à-dire dans des comportements stéréotypiques, donc avec effectivement cette image, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très, qui se fait de façon très particulière dans le cadre de l'autisme. Alors, on a aussi d'autres études qui commencent à mettre en exergue un risque, on va dire, suicidaire beaucoup plus important dans le cadre de l'autisme, aussi en lien avec cette régulation des émotions, donc face aux difficultés de la vie quotidienne. Alors là, par exemple, on a des chiffres d'un risque de mort par suicide qui va être multiplié par 4, voire, selon les études, par 9, parmi les adultes autistes sans déficience intellectuelle par rapport à la population générale. Donc effectivement, on voit qu'on est face à une population qui est beaucoup plus à risque, que ce soit de ces comportements-là autodommageables ou que ce soit par rapport à l'idéation suicidaire et aussi aux tentatives de suicide. Et là aussi, on a donc plusieurs, on va dire, facteurs candidats qui sont étudiés, qui sont toujours on va dire, en cours d'étude, parce que on est en train de comprendre de plus en plus ce que c'est que cette dysrégulation émotionnelle dans le cadre de l'autisme en particulier. Alors, on a plusieurs facteurs candidats aussi à ce risque suicidaire plus important. Alors, d'abord, les comportements autodommageables. Les personnes qui présentent ces comportements autodommageables, on s'est rendu compte que même si initialement, ce n'est pas avec une intention suicidaire, mais c'est comme si ça dressait un certain terrain de vulnérabilité pour que par la suite viennent se développer aussi l'idéation suicidaire et les comportements suicidaires. On a aussi tous les troubles anxio-dépressifs qui sont très prévalents aussi dans l'autisme, du fait des difficultés effectivement quotidiennes dans un environnement qui est donc bien souvent pas suffisamment adapté. On a aussi donc l'importance des traits autistiques, c'est-à-dire plus la personne présente des difficultés liées à son TSA dans les différentes sphères, bien sûr, exécutive, autonomie, tout ça, mais bien sûr, elle va être, des corrélations montrent ça, c'est qu'elle va être plus à risque d'avoir des idées de suicide, voire d'avoir des comportements suicidaires. On a aussi le camouflage des traits autistiques, donc nous l'avons vu, nous en avons parlé tout à l'heure. Le camouflage est coûteux pour les personnes autistes qui sont donc toujours à chercher à cacher ces traits. Et ça, c'est très coûteux, ça pèse sur l'énergie et c'est un facteur de vulnérabilité aussi très important pour la suicidalité dans l'autisme. Aussi, la solitude et le manque de support social du fait de l'isolement dont se retrouvent plusieurs adultes autistes, malheureusement, qui aussi donc, amène à ce qu'on reste un peu dans son coin avec sa souffrance. Et aussi, en fait, il manque bien sûr ce support social dont ils peuvent avoir besoin, dont ils ont besoin. Et puis là, on a la dysrégulation émotionnelle dont on commence à étudier la corrélation par rapport à la suicidalité dans l'autisme. Comme dit, donc, la dysrégulation émotionnelle, c'est difficulté à moduler l'émotion quand elle se manifeste et quand elle suggère à avoir un comportement particulier. Alors, imaginons que je sois j'attends le train et le train il est annulé. Alors, je peux être très, très en colère ou très frustrée de cette situation parce que c'était pas prévu ainsi et où j'ai des objectifs derrière parce que je devais, par exemple, me rendre à un rendez-vous important. Et cette colère-là peut me suggérer certains comportements pour la réguler parce qu'elle est tellement intense. Et ces comportements-là, en fait, ils peuvent virer dans un versant où effectivement, ça peut devenir quelque chose d'autodommageable ou même dommageable, pas forcément à moi directement, mais à l'environnement. Et donc là, on est dans la dysrégulation émotionnelle. Et donc qui est aussi un candidat qui est de plus en plus étudié et qui est de plus en plus mis en lien avec que ce soit les comportements autodommageables, que ce soit les idéations suicidaires, la problématique suicidaire dans l'autisme. Alors, face à ça, donc effectivement, on se dit qu'il y a un intérêt clair et évident de développer des thérapies, des prises en charge à ces adultes-là qui sont concernés par ces difficultés de la gestion des émotions. Jusque-là,
et ça, c'est très cohérent avec ce qu'on a pu dire jusque-là dans cette journée-là, il y a très peu de choses. Il y a très peu de choses qui sont proposées. Et même dans le champ scientifique, il y a très peu d'études qui se sont intéressées déjà à la régulation des émotions, encore moins à des adultes. La grande majorité des études s'intéressent à la population enfant. Et donc là, quand je m'étais intéressée au tout début à ce sujet-là, j'ai trouvé 2 études qui s'intéressaient à la régulation des émotions avec cette population-là, c'est-à-dire des adultes autistes, et qui avaient des limites quand même assez importantes. Alors la première proposait un programme, c'était une thérapie individuelle en 6 semaines, basée sur la pleine conscience pour aider donc ces adultes-là dans la régulation des émotions. Sauf que déjà, il n'y avait pas vraiment de profil qui était ciblé par rapport à cette thérapie, c'est-à-dire du moment où on était autiste, on pouvait accéder à cette thérapie-là sans nécessairement qu'il y ait, on va dire, une plainte particulière par rapport à la régulation des émotions, et voir que les profils les plus en difficulté étaient exclus. Par exemple, les personnes avec un trouble bipolaire, ou ils étaient exclus de cette étude-là. Il est de même pour la deuxième étude, où là, c'était une thérapie principalement TCC sur 12 semaines, une thérapie de groupe, et là aussi, quand la personne avait des comportements dommageables, quand elle avait de l'idéation suicidaire, là aussi, elle n'était pas prise, c'était un facteur d'exclusion dans l'étude. Ce qui peut paraître contradictoire dans le sens où peut-être ce sont les profils qui auraient en priorité peut-être besoin de ce genre d'intervention, de thérapie pour les aider dans la gestion des émotions. Alors, donc là, cet état effectivement de la recherche va rejoindre un autre constat, c'est qu'on connaît la thérapie comportementale dialectique comme étant la thérapie, on va dire, de référence pour la prise en charge de la régulation des émotions. Donc, c'est la thérapie qui a on va dire, récolté le plus de preuves scientifiques dans le champ scientifique par rapport à son efficacité dans ce domaine-là. Cette thérapie-là a été développée initialement pour aider des personnes avec trouble de la personnalité borderline. C'est un trouble de la personnalité, donc c'est très différent, et où il y a cette difficulté à réguler les émotions. Alors, cette thérapie, pour vous donner, on va dire, des informations assez concrètes pour qu'on se représente ce qu'elle est, elle est constituée de 4 modalités. Alors, la première modalité, c'est un groupe d'entraînement aux compétences de régulation des émotions. C'est le Grémo, dont on a entendu tout à l'heure parler, et j'ai vu plein de questions dans le chat. Qu'est-ce que c'est le Grémo? Qu'est-ce que c'est le Grémo? C'est ça, c'est le groupe de régulation des émotions. Dans ce groupe-là, en fait, c'est un contexte d'apprentissage où on apprend justement des stratégies de gestion des émotions. Et dans ce groupe-là, vous voyez, on va retrouver l'esprit dialectique de la thérapie comportementale dialectique, parce que vous allez me dire, c'est quoi? Parce qu'il y a le dialectique, ça veut dire quoi là-dedans? La dialectique dans le sens où on va faire la synthèse d'éléments qui paraissent a priori comme étant totalement contradictoires. Alors, par exemple, dans le Grémo, c'est qu'on apprend des stratégies dites d'acceptation, et en même temps des stratégies dites de changement. Donc voilà, c'est ça un petit peu la dialectique qu'on va retrouver dans les compétences qu'on apprend. Alors, les stratégies d'acceptation, on va avoir typiquement les stratégies de pleine conscience, c'est-à-dire augmenter l'auto-observation pour voir la vague émotionnelle arriver, pour la repérer. On a aussi des compétences de tolérance à la détresse, où là, on est en train de surfer, c'est-à-dire les moyens qui nous permettent de tenir quand on est dans le pic de l'émotion, à surfer avec la vague émotionnelle. Et puis, on a les compétences de changement. Alors, changement, là, c'est agir sur l'environnement, agir par exemple sur le facteur qui peut générer le stress, agir sur l'émotion elle-même pour en modifier l'intensité, voire même en amont. Donc là, on est beaucoup plus actif avec ce deuxième type de compétences. Donc voilà, la dialectique, on va la retrouver dans cet esprit-là. On a aussi, deuxième modalité, la thérapie individuelle qui est en parallèle avec le groupe. Alors, la thérapie individuelle, là aussi, on va retrouver la dialectique dans le sens où le thérapeute, il a cette attitude de la validation. La validation, c'est-à-dire de montrer de la compréhension et reconnaître la légitimité de façon bien sûr très authentique de la souffrance, de la difficulté, de la pénibilité des situations et les difficultés auxquelles la personne
personne, elle est confrontée, et en même temps, à inviter la personne à un changement, à l'aider, à apprendre des compétences, à se les approprier, à les appliquer dans sa vie. Donc, on a donc et validé et aussi donc avec cette attitude d'invitation au changement et d'accompagner à l'apprentissage. Et on a aussi ce qu'on appelle la consultation d'équipe. Alors, à la clinique psychiatrique, ça se passe tous les lundis après-midi, où on se retrouve avec toutes les personnes qui pratiquent donc, cette thérapie-là pour discuter des personnes avec qui on travaille, si on a une question par rapport à une personne en particulier, si on voit qu'on a un obstacle par rapport à une thérapie en particulier. Donc, on va dire, c'est une intervision, une intervision entre professionnels. Et puis enfin, on a ce qu'on appelle le coaching téléphonique. Alors, c'est une option qui est donnée, on va dire, aux personnes qui sont plus à risque des comportements, par exemple, automutilatoires ou suicidaires. C'est une option qui est proposée à tout le monde, mais on va dire qu'elle va être plus utile à ces profils-là. C'est-à-dire, c'est la possibilité d'appeler le thérapeute individuel dans des situations où c'est à risque, par exemple, d'un comportement, où c'est particulièrement intense, pour bénéficier d'un accompagnement en live, on va dire live, voilà, dans la situation, pour accompagner la personne à faire des choses qui peuvent l'aider en situation. Et là aussi, on est très vigilant avec cette option-là, dans l'idée à ce que ça fasse l'objet d'un apprentissage, à ce que la personne puisse par la suite s'approprier ces outils-là, et que ça ne devient pas ça le moyen de la régulation des émotions, c'est-à-dire que la personne ne se régule pas par l'appel téléphonique, mais qu'il y a un apprentissage derrière qui fait que la personne va pouvoir réutiliser ce qu'elle a appris à travers cet accompagnement-là à d'autres moments. OK. Alors, la thérapie comportementale dialectique, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, elle nous vient des États-Unis. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas précisé, d'une dame qui s'appelle Marshalline Hahn de l'Université de Washington. En fait, elle a été, on va dire, prouvée efficace dans plusieurs troubles et conditions. On a le trouble du stress post-traumatique complexe, où elle a montré son efficacité par plusieurs études randomisées contrôlées, les troubles du comportement alimentaire, donc là, tout ce qui est particulièrement la boulimie, l'anxiété, la dépression, le TDAH, qui est aussi donc un trouble du neurodéveloppement, là aussi où on a effectivement des études randomisées contrôlées qui montrent que c'est pertinent. Et donc, nous, la question, c'était « et pourquoi pas ?» pour les adultes autistes sans déficience intellectuelle. Sachant que, c'est-à-dire cette composante un peu transversale qui est la dysrégulation émotionnelle, on le retrouve aussi dans l'autisme. Il y a aussi des adultes autistes qui sont aussi concernés par cette difficulté-là. Et donc, à partir de là, on a lancé cette étude de faisabilité dans un premier temps et d'efficacité préliminaire. Alors, on parle d'efficacité préliminaire parce qu'il s'agissait uniquement de 7 personnes au départ qui ont bénéficié de ces thérapies et qui ont donc participé à cette recherche pour nous permettre aussi d'investiguer son intérêt. Alors, l'objectif, c'était de voir si c'était faisable, comment c'était reçu, est-ce que c'était acceptable par les personnes, dans quelles conditions, voilà. Alors, les participants, donc, je parlais donc de 7 personnes, dont 3 femmes et 4 hommes. Tous des adultes, donc on avait un panel d'âge très différent, donc ça allait de 19 ans jusqu'à 56 ans. Autour du moyen d'âge autour de 28 ans, tous avec un diagnostic préalable d'autisme sans déficience intellectuelle. Alors, alors la DERS, c'est une échelle, une échelle standardisée qui permet de mesurer les difficultés de régulation des émotions. On a des premières données sur cette échelle-là dans le cadre de l'autisme qui nous font dire qu'elles seraient suffisamment pertinentes pour mesurer la dysrégulation émotionnelle dans l'autisme, sachant que bien sûr, comme toutes les mesures qui sont, on va dire, auto-rapportées, il y a des biais, bien sûr, parce que ça dépend du moment où la personne remplit l'échelle. Donc, effectivement, elle a des limites. Tout de même, elle a montré un certain intérêt pour mesurer la dysrégulation émotionnelle chez les adultes autistes. Donc là, il y avait ce critère d'inclusion, c'était un score qui soit supérieur ou égal à 96, qui témoigne quand même des difficultés qui sont suffisamment présentes dans la régulation des émotions.
Alors, aussi, ces 7 personnes étaient concernées, soit uniquement par des comportements autodommageables, soit, par l'idéation suicidaire ou des comportements suicidaires, ou soit les 2. Et cela comprend aussi les comportements, on va dire, de mise en danger de soi, sans qu'il y ait nécessairement derrière, par exemple, l'idéation, suicidaire. Et tout ça, bien sûr, survenant dans des contextes, où l'émotion, elle est difficile, hein, d'émotions intenses. Alors, la thérapie, se fait sur 16 semaines. Le groupe d'entraînement en compétences, donc le GREMO, avec la thérapie individuelle en parallèle. Alors pour ce premier groupe pilote, on a été interrompu en plein milieu par, le tout premier confinement, donc lié à la Covid-19, et donc ça a repris, après. On a pu reprendre par la suite. Le suivi individuel s'était poursuivi pendant toute la période du confinement, donc par téléphone, on avait aussi contact par mail avec les personnes qui souhaitaient. Hem Et on avait aussi proposé des capsules vidéo sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, on a une chaîne YouTube, mais c'est à ce moment-là que les vidéos ont vu le jour. C'était pour permettre aux personnes de rester un petit peu dans le bain du Grémo. Alors, les personnes ont rempli un tas de questionnaires dans cette fameuse DERS avant, à la fin de la thérapie et à 4 mois après la fin de la thérapie. Oui, aussi, tout au long de la thérapie, les personnes, remplissent ce qu'on appelle cette fiche d'auto-observation quotidienne. Donc vous avez une image, tout en bas, qui permet à ce que la personne déjà, c'est un moment de pleine conscience avec soi où la personne s'auto-observe, se pose la question: «Alors aujourd'hui, comment s'est passée ma journée?» Et donc remplit un panel d'émotions ou à peu près, ou à quelle intensité, telle ou telle émotion s'est manifesté sur la journée. Est-ce que j'ai ressenti de la colère? Est-ce que j'ai eu un pic de colère? La tristesse? Est-ce qu'il y en a eu? Donc, la personne se situe sur ces différentes émotions. Il y a aussi, ça traque aussi tous les comportements. Est-ce qu'il y a eu un comportement autodommageable? Est-ce qu'il y a eu un comportement suicidaire? Est-ce qu'il y a eu des envies d'un comportement autodommageable? Est-ce qu'il y a eu, voilà, c'est-à-dire, voilà, il y a les comportements, les pensées, les besoins d'eux, et puis les émotions. Et puis aussi à côté, s'il y a eu des compétences Grémo qui ont été utilisées. Donc ça permet aussi de traquer les compétences qui ont été utilisées et si ça a été aidant ou pas. Alors, pour les adaptations, alors on était parti sur certaines adaptations au départ. Alors la première, c'était de lever les barrières, liées à l'anxiété, sociale, parce que là, on avait une thérapie qui avait un format groupe, en parallèle d'un format individuel, et pour certaines personnes, ça a été quelque chose de très anxiogène, de faire partie, de participer à un groupe, surtout la première séance. Donc il y avait beaucoup d'appréhension par rapport à ça. Pour certaines personnes, ça pouvait faire frein à leur participation. Alors heureusement que nous avons 2 séances, qui, démarrent en individuel avant de démarrer le groupe et qui permettent justement de parler de tout ça, de lever ces freins individuels, d'apporter de l'information à la personne, qui peut aussi donc, rassurer, voire même, déjà commencer à réfléchir à qu'est-ce qui peut aider en fait, par rapport à ces craintes-là, à ces peurs-là. À ce moment-là, je me souviens pour ce groupe pilote, parce qu'on avait plusieurs personnes qui avaient beaucoup d'inquiétudes par rapport à cette première séance, on avait proposé, ce qu'on a appelé, une activité brise-glace, qui consistait à ce que chacun, mette sur une feuille, cote sur une feuille de 0 à 4 son niveau d'anxiété sur le moment et puis sa disposition à être bienveillant, sur le moment, vis-à-vis, des uns et des autres. Et on a mis ça anonymement dans des urnes et puis on a un petit peu donc, dépouillé voilà, les urnes, et ça a été quelque chose de très rassurant pour tout le monde que de voir que déjà l'anxiété, elle était très largement partagée entre tout le monde, et puis de voir que, bah, aussi, la bienveillance a été aussi très largement partagée entre les différentes personnes. Et il y a certaines personnes qui nous ont dit par la suite que c'était quelque chose qui les avait marqués et qui avait effectivement, permis de poursuivre la séance plus sereinement. Alors le manuel, il a, aussi été adapté, parce que nous avions initialement un manuel qui était utilisé pour le groupe pour les personnes avec trouble de la personnalité borderline ou trouble bipolaire. Alors les adaptations, c'était déjà de réduire la quantité de texte parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de textes et que ça. On a aussi ajouté des illustrations pour certaines personnes qui ont fait le Grémo TSA et nous ont fait ce retour que ça a été, des repères visuels très importants pour se représenter aussi plus facilement la compétence, avec les images, voire
même, ça faisait un marqueur en pensant à la compétence, et d'abord l'image qui vient en tête, donc ça a été quelque chose d'aidant pour certaines personnes. Aussi, la schématisation de certaines compétences qui étaient assez complexes, donc là, on avait un schéma qui pouvait simplifier sa compréhension. Là, par exemple, vous avez des idées. Par exemple, on a aussi, oui, on a introduit tout ce qui était thermomètre émotionnel pour se situer en termes d'intensité d'émotion, aussi avec quelque chose de très visuel qui a été, qui a été aidante pour certaines personnes. Aussi, donc, dans la pédagogie de l'animation de groupe, alors là, on a justement donc, tout ce qui est consignes, effectivement, à expliciter les consignes, à s'appuyer de façon beaucoup plus, on va dire, importante sur les exemples, les jeux de rôle, à certains moments, qui ont pu aussi aider enfin, voilà, donner une illustration de certaines compétences qu'on apprend ensemble. Il y a aussi certaines personnes, justement, avec des difficultés en termes d'autonomie, qui avaient besoin d'être accompagnées dans la planification des pratiques à domicile, voire même pour faire les pratiques à domicile. Donc, on a pu aussi proposer ces accompagnements-là. Et puis, enfin, tout ce qui est la pratique de pleine conscience. Alors, nous avons remarqué, et ça ne concerne pas tous, pour certaines personnes, dès que les pratiques de pleine conscience partaient il faut s'imaginer comme une montagne avec des nuages et tout ça, elles avaient beaucoup plus de mal à nous suivre dans cette pratique-là. Donc, les consignes étaient le plus souvent, c'est-à-dire assez concrètes, à porter notre attention sur, par exemple, notre respiration, sur des parties de notre corps. Comme ça permettait à tout le monde de pouvoir suivre cette pratique-là. Voilà. Alors là, on arrive donc au tout premier résultat que nous avons eu. Alors, 5 parmi les 7 personnes ont complété la thérapie jusqu'au bout. Les 2 autres personnes qui se sont arrêtées au milieu, c'était parce qu'il y avait une inquiétude d'avoir le Covid dans le contexte du groupe, et pour l'autre personne parce qu'il y avait des obligations professionnelles. Le taux de participation aux séances de groupe était très satisfaisant pour nous, c'était 98% des séances, donc c'est un indicateur aussi d'acceptabilité en fait de cette thérapie-là, parce qu'on peut s'imaginer si c'était quelque chose qui n'était pas suffisamment adapté, on aurait beaucoup plus certainement d'absence aussi. Après, on garde en tête aussi quand même qu'il y a certaines personnes aussi qui peuvent venir aussi parce que c'est dans l'emploi du temps et qu'il y a aussi l'obligation de venir, on le garde aussi en tête. Et en tout cas, parce que c'est vrai qu'on ne le précise pas ici, mais on a aussi des entretiens pour recueillir le vécu de la thérapie. Donc, on recoupe ces données-là qui sont chiffrées avec comment les personnes ont vécu l'expérience de la thérapie. Alors, dans les questionnaires de satisfaction, ce qui est ressorti, donc là, c'est un score sur 4. Donc, la satisfaction était plutôt élevée, donc de à peu près 3,6 sur 4, avec la plus haute satisfaction à propos des qualités des séances de groupe, avec unanimement un score à 4 sur 4, ce qui était aussi un indicateur pour nous. Donc, ça a été c'est quelque chose qui a rencontré, on va dire, les attentes. Alors, notre DERS, vous vous souvenez, donc les personnes ont passé ce questionnaire-là à plusieurs moments de la thérapie. Alors là, on a eu des résultats significatifs très encourageants, c'est-à-dire que les scores à la DERS ont baissé de façon significative à la fin de la thérapie. Là, on a la moyenne du groupe. Et ce résultat s'est maintenu à 4 mois après la fin de la thérapie, ce qui est très intéressant à observer. C'est-à-dire que ce qu'on peut en déduire, c'est que de façon auto-rapportée, il en ressort que les gains, on va dire, qui ont été reçus de la thérapie ont pu se poursuivre jusqu'à 4 mois après la thérapie. Et donc, à côté, on voit les scores individuels. Donc, on a 4 personnes dont les scores individuels ont baissé en dessous du seuil des 96, donc on va dire de sévérité de la dysrégulation émotionnelle. Alors, en ce qui concerne la dépression, alors le score a baissé de façon significative après la thérapie. Toutefois, même si la tendance se maintient à 4 mois, mais le côté significatif, on le perd. Okay. Il en est de même pour tout ce qui est lié au désespoir et aussi oui, voilà, au désespoir. Alors là aussi, parce que n'oublions pas que nous sommes dans un contexte aussi de Covid, on était dans la phase aussi qui était très, on va dire, aiguë. Donc, on se pose aussi la question dans quelle mesure aussi cette phase-là, en fait, cette phase-là a pu impacter nos résultats, aussi ces résultats-là ou interférer avec ces résultats.
Alors, tout ce qui est alexithymie, alors l'alexithymie, c'est cette difficulté à repérer l'émotion, à la décrire, à mettre un mot là-dessus. Alors là, on n'a pas eu de résultats significatifs particuliers sur ce groupe-là, en tout cas. Alors, ces résultats-là nous ont fait dire que la TCD était, oui, faisable. Donc, la thérapie comportementale dialectique était faisable auprès des adultes autistes sans déficience intellectuelle. Et comme dit, je n'ai pas parlé de la partie qualitative, mais il y a eu aussi des résultats qualitatifs suite aux entretiens que nous avons récoltés, qui aussi vont dans ce sens-là. Que la thérapie pourrait être utile pour réduire, justement, pour réduire la dysrégulation émotionnelle, aider ces adultes-là à mieux gérer les émotions difficiles. Toutefois, effectivement, on a plusieurs limites à ça. Déjà, on a 7 personnes, donc on ne peut pas tirer des conclusions définitives à partir de cette personne. On n'avait pas de groupe contrôle pour savoir effectivement est-ce que c'est la thérapie, est-ce que c'est autre chose. Et aussi, effectivement, le contexte du Covid qui était quand même très particulier. Et donc, on se demande quel était l'impact sur la et pour donc avoir on va dire des résultats plus poussés, nous avons lancé la deuxième étude qui est ma thèse de doctorat actuellement, et c'est une étude qui est en cours. C'est l'essai randomisé contrôlé, qui a pour ambition donc de recruter 48 personnes. Donc on est en cours de recrutement du troisième et donc dernier bloc dans le cadre de cette étude-là, où pour le coup on a des groupes contrôle pour faire la comparaison. Voilà. Et donc là, ça va permettre, dans une certaine mesure, de répondre à certaines limites de la toute première étude. Là, on parle d'interventions qui sont dirigées sur les personnes spécifiquement, où on demande aux personnes de modifier leurs pensées, leur comportement, etc. Et il y a des questions sur comment ça se passe quelle prise en compte de l'environnement et comment ça se passe quand on est dans un environnement qui n'est pas forcément bienveillant. Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Là, par exemple, dans la thérapie comportementale dialectique sur la régulation des émotions, on se rend compte que, en fait, effectivement, la personne, elle n'est pas isolée de tout un système autour d'elle qui peut être soutenant, qui peut être effectivement contribuer à certaines difficultés. Donc, effectivement, ça peut être par moment, c'est comme ça, par moment, effectivement, c'est comme ça. Mais en tout cas, la personne, effectivement, elle est intégrée dans un système et nous tendons de plus en plus, effectivement, à prendre en compte aussi ça, c'est-à-dire le système dans lequel la personne elle est intégrée. Soit parce que c'est une ressource, soit parfois les personnes autour ont aussi besoin d'aide et aussi d'intégrer ça effectivement dans la prise en charge à part entière. Alors par exemple, moi dans le CREMO, ça m'arrive de rencontrer effectivement des proches aussi pour parler de qu'est-ce que c'est que l'autisme, effectivement de faire une psychoéducation plus individualisée parce qu'il y a aussi la méconnaissance autour de l'autisme et c'est ça qui fait que l'environnement autour aussi de la personne n'est pas très optimale parce qu'effectivement, il y a une incompréhension de ce que c'est. Déjà, amener des éléments de psychoéducation, rien que ça peut des fois vraiment apaiser le climat ou donner en tout cas des clés de compréhension et d'ajustement derrière. Aussi, parfois, en fait, on n'accède pas nécessairement à l'environnement rien que d'apporter aussi, on va dire, cette validation à la personne et aussi cette prise de recul par rapport à ce qui se passe dans son environnement, ça permet aussi à elle le fait de pouvoir intégrer différemment les choses qu'elle reçoit. Si, par exemple, ce sont des choses qui ne sont pas forcément aidantes, ça permet d'avoir ce pas-là au lieu d'être justement dans cette internalisation constante de ce qui est dit parce qu'il n'y a pas cette prise de distance en fait. Là, ce qui est dit, il a internalisé et c'est moi, et effectivement, c'est ma vérité. Alors que déjà de l'accompagner dans cette prise de distance, ça peut être très aidante effectivement, sans forcément derrière changer quelque chose. Parce que ça peut, on va dire, dans l'environnement totalement. Donc, il y a effectivement des différentes manières. C'est cette prise de distance et des fois d'avoir ces personnes-là qui sont des ressources autour de la personne qui peuvent même devenir des co-thérapeutes, parfois apporter de l'information. Et ça, effectivement, le système, s'il fonctionne un peu mieux autour, ça va aussi avoir un incident sur la personne et sur les proches aussi, et sur le système. C'est vrai, c'est quelque chose vers laquelle on tend de plus en plus.